Je commencerai tout de même par faire une présentation générale du travail. Alors, il s'agit d'un ouvrage hybride et composite. Il repose sur une analogie historique, comme son titre l'indique, entre Poutine et Bonaparte. Bonaparte consul et non pas Napoléon empereur. J'aurai l'occasion d'y revenir une ou deux fois. Analogie historique, il s'agissait également pour moi d'éviter d'encourir le reproche qui peut être fait à certains membres de ma corporation, les philosophes, c'est-à-dire d'engendrer les concepts sans les contrôler par les faits. Donc je ne voulais pas tomber dans cette abstraction-là. Et c'est pourquoi je me suis acquitté d'une enquête positive assez détaillée en m'appuyant sur un grand nombre de spécialistes. Le volume de cette enquête explique aussi le volume de l'ouvrage, qui est assez important. Mais je ne voulais pas tomber non plus dans l'abstraction inverse qui aurait consisté à exposer des faits sans les saisir par le concept. Chez Hegel, en réalité, il y a deux modalités d'abstraction. Il y a celle qui consiste à enchaîner des concepts sans les articuler à des particularités concrètes, existantes, à des faits. Mais il y a l'abstraction inverse, qui consiste à enquêter sur un mode, disons, positiviste, sans élever le réel au plan du concept. C'est pourquoi j'ai voulu placer la politique de Poutine dans de larges perspectives historiques et politiques, à telle enseigne d'ailleurs que j'intitule l'avant-dernier chapitre « Poutine, de l'Antiquité à nos jours ». J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, ça n'est pas non plus une monographie sur la Russie, ni une biographie de Poutine, bien qu'il y figure des éléments de biographie. Là, ces éléments sont plutôt rares, l'homme est secret, son entourage discret, et on dispose d'assez peu d'éléments. Pour autant, tout ce qui est disponible, je crois l'avoir mis au service de mon travail. Et puis enfin, il s'agit d'un essai. Ou d'une thèse d'ailleurs, mais peut-être moins au sens universitaire qu'étymologique, thèse, thésis, une position, c'est-à-dire que je ne m'avance pas masqué. Il suffira d'ailleurs à ceux qui le souhaiteraient de consulter le 4e de couverture pour voir que je ne fais pas mystère de mes engagements politiques. Et je n'en fais pas mystère dans le contenu de l'ouvrage non plus, puisqu'il s'agit d'un essai, parfois pamphlétaire. J'ai vraiment voulu pratiquer un billard à 3 bandes historiques entre la France du consulat et la France du directoire qui la précède, la Russie de Yeltsin et la révolution poutinienne, si l'on peut dire, et la France contemporaine, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour moi de parler de nous. Il ne s'agissait pas uniquement d'enquêter sur la Russie, bien que le lecteur trouvera dans le livre un grand nombre d'éléments sur la Russie contemporaine, bien mal connus et si souvent calomniés. Je crois qu'en ce moment, la russophobie médiatique bat son plein. On dit à peu près tout et n'importe quoi sur la Russie. J'aurai l'occasion peut-être de rétablir quelques vérités au passage. Alors il y a un certain nombre de thèmes que j'aborde dans cet ouvrage. Celui de l'État, de la nation, de la modernité libérale, des droits de l'homme, de la géopolitique. Mais je me concentrerai sur celui qui, me semble-t-il, est de nature à intéresser, disais-je, plus particulièrement les membres du cercle Charles Péguy, et puis les royalistes que certains parmi vous sont, à savoir le thème de la légitimité. Alors, ici, le sous-titre de mon ouvrage prend tout son sens, puisque, vous le constaterez, je l'ai intitulé « Essai sur la naissance des républiques ». J'ai voulu, en effet, travailler sur une figure très particulière qu'on pourrait définir comme une figure césariste, qui est récurrente dans l'histoire des républiques antiques et modernes, parce que je vois beaucoup plus de continuité que de rupture entre les républiques antiques et modernes. C'est sans doute une de nos différences d'analyse, je crois qu'on l'a déjà évoqué, bien que tu as fait toi-même œuvre de syncrétisme tout à l'heure, en rappelant le républicanisme dialectique, disons, des Maurrassiens. En effet, une république, au fond, qu'est-ce que c'est et comment apparaît-elle dans l'histoire? C'est d'abord, effectivement, un ensemble de fondements juridico-politiques et intellectuels. On peut les approcher comme cela, une sorte d'analyse des régimes à la façon dont Aristote y procède dans les politiques. On peut aussi l'aborder sur un mode historique, c'est-à-dire établir l'ensemble des causes qui favorisent, provoquent le passage d'un ancien régime, alors qu'il soit monarchique
ou soviétique, dans les deux cas qui nous intéressent, et le passage donc de cet ancien régime à une république. Mais entre les fondations et les circonstances historiques, ou les origines, si vous voulez, au sens historique, il y a un troisième terme qui, bien souvent, permet à une république de naître. Eh bien, c'est l'homme fort républicain, une figure d'autorité qui, au fond, est une sorte d'accoucheur de république. Alors, ça a été le cas pour Bonaparte, ça a été le cas pour Poutine, entre-temps, ça a été le cas pour De Gaulle, et l'histoire des républiques antiques fourmille de cette figure très paradoxale, c'est-à-dire une figure d'autorité qui va faire régner le régime impersonnel des lois, puisque la République, c'est en un sens cela aussi, le gouvernement par les lois, mais qui précisément assume le rôle de l'incarnation ou permet d'accoucher la République en assumant d'incarner un peuple. Et c'est précisément cette figure que j'ai voulu analyser à travers Poutine et le dialogue, le billard à trois bandes, disais-je, que je lui fais faire avec la France du consulat, et puis notre situation contemporaine, dont je dirai quelques mots consternés dans quelques instants. Alors, sur la question de la légitimité, je repartirai de Weber, Max Weber, que j'évoque dans l'ouvrage, qui distinguait, je crois que parmi vous, peut-être certains le savent, trois formes de légitimité. La légitimité traditionnelle, qui repose sur la coutume, ou aussi bien sur l'hérédité, qui vous est chère. Une légitimité légale, qui, elle, est beaucoup plus fonctionnelle, qui repose sur un certain nombre de prestations que l'État moderne libéral, bien qu'il y ait déjà une légitimité légale antérieurement à la modernité, mais disons que la modernité libérale fait saillir cette forme de légitimité et reculer les deux autres, donc la légitimité traditionnelle d'un côté, et cette troisième légitimité qui concerne tout particulièrement Poutine et Bonaparte, à savoir la légitimité charismatique, qui repose sur un certain nombre d'attributs du chef, qui, dans une situation critique, on se retrouverait pour une part dans une situation schmittienne. Voici quelques mois, Louis nous avait entretenu de la pensée de Carl Schmitt. J'aurai l'occasion d'en redire quelques mots. Mais au fond, le chef charismatique, c'est celui qui, dans une situation critique, et ô combien la situation du Directoire en 1799 est critique, elle l'est au moins autant, sinon moins d'ailleurs en un sens, que la situation de la Russie en 1999, qui est absolument désastreuse à tous égards, que ce soit au plan de l'autorité de l'État, de la situation de l'économie et de l'abaissement international de la Russie. On pourrait même parler d'humiliation internationale de la Russie. C'est une décennie dont peu de Russes conservent un souvenir ému. Et ce qui vaut à Poutine une légitimité donc plébiscitaire, charismatique, c'est précisément d'avoir rétabli l'État, redressé l'économie et refait paraître la Russie comme un acteur sur la scène du monde. Alors, bien sûr, ces trois formes de légitimité s'entre-articulent les unes les autres. Parce qu'une légitimité purement charismatique qui ne se traduirait pas dans la régularité des institutions, c'est-à-dire qui ne communiquerait pas avec la légitimité légale, risquerait d'être tyrannique. On serait vraiment dans le golpisme, enfin vraiment le coup d'État pur et simple. On sait bien entendu que Bonaparte n'a pas accompli un coup d'État pur et simple. Le 18 Brumaire, surtout le 19, est un coup de force. Mais, vous le savez, Bonaparte va être un législateur considérable. C'est une page marquante de l'histoire du droit qui est écrite par le consulat bonapartiste, à telle enseigne d'ailleurs que l'organisation de l'administration et le code civil dureront presque 2 siècles. Il y a des réformes récentes qui en modifient les principes, y compris d'ailleurs sur la définition de la famille. On ne rentrera pas bien évidemment dans ce débat aujourd'hui. A l'inverse, si la légitimité traditionnelle ne s'assure pas d'un certain nombre de régularité pratique également, eh bien, le risque de perdre son assise. Une légitimité traditionnelle sans charisme également risque de perdre de sa force. Donc on voit qu'il y a une circulation entre ces trois formes de légitimité. Mais il est certain que la modernité libérale pose le problème dans des termes nouveaux. Car en effet, la pensée libérale bourgeoise, pour aller vite, que, à mon avis, dans vos courants, vous considérez à tort française, et particulièrement liée à la Révolution française, en réalité, je me trompe peut-être, on en reparlera,
Elle se forme en Angleterre, à partir de Hobbes, puisque l'État moderne libéral est conçu comme un ensemble de fonctions. Alors la première étant d'assurer la sécurité, on le sait chez Hobbes, au fond, l'idée qui s'insinue sous cette définition de l'État fonctionnel et fonctionnaire, qui précisément n'assume plus un rôle d'incarnation symbolique, eh bien, ce qui s'insinue, c'est l'idée que l'État serait un prestataire au service d'une société d'individus. C'est précisément donc la dimension nationale, la dimension historique, qui est rejetée dans l'ombre par la modernité libérale. Alors ça commence au XVIIe siècle. Mais en effet, la Révolution française, pour une part, fait accéder ce principe libéral bourgeois au pouvoir politique. Simplement, et là aussi ça peut être un sujet de débat entre nous, je ne considère pas, comme Clémenceau, que la Révolution française, selon son mot fameux, serait un bloc. Au contraire, je crois que c'est un événement qui comporte au moins 3 veines principales. Une veine libérale bourgeoise, effectivement, alors qui aboutit à faire reculer la figure du chef, au fond, au profit du fonctionnaire, du parlementaire, mais également une figure républicano-civique à l'antique, comme tu l'évoquais, Stéphane, tout à l'heure, res publicaine, si on veut reprendre Couteau, mais je crois que c'est déjà un néologisme qui est employé par Maurras lui-même, non? Res publicain, non? Il me semble que Peggy, justement, enfin bon, on en reparlera. Donc, cette forme, il y a cette veine-là, républicano-civique, si vous voulez, à l'antique, qui travaille l'imaginaire révolutionnaire et qui va se reverser dans les institutions. La Révolution française parle grec et romain, consulat, romain surtout, consulat, république précisément, sénat, tribunat, bon, bref. Alors, à la différence d'une analyse qui est d'ailleurs partagée et par les marxistes et par les libéraux, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un simple vêtement. Vous voyez ? Parce que l'analyse classique du marxisme, c'est de dire qu'au fond, les révolutionnaires français croyaient refaire Rome et faisaient progresser ou monter les eaux glacées du calcul égoïste par laquelle Marx définit le dynamisme de la bourgeoisie. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a une densité, une profondeur du fait républicain, mais qui passera précisément par la médiation charismatique, par la figure de Bonaparte. Enfin, et je passe vite là-dessus, tu évoquais le syndicalisme révolutionnaire, il y a également une veine pré- ou proto-socialiste de la Révolution française, qu'elle soit d'ailleurs socialiste d'État à travers la loi jacobine du maximum sur le grain, ou, si j'osais, socialiste spontanéiste à travers la conjuration des égaux de Babeuf. Donc je crois que vraiment c'est un événement qui porte en germe toute la séquence suivante, c'est-à-dire le XIXe et même le XXe siècle. Par conséquent, cet imaginaire républicain à l'antique, il est d'ailleurs, et c'est savoureux de le songer, largement favorisé par l'enseignement des collèges catholiques au XVIIe et XVIIIe siècle. Les révolutionnaires français sont pétris de références grecques et romaines qui leur ont été enseignées dans ces collèges. Alors, en tout état de cause, le phénomène de la légitimité, et tout particulièrement de cette légitimité charismatique, déborde les cadres de la pensée bourgeoise dont Emmanuel Berle prononçait l'acte de décès. Je crois qu'elle a un peu la vie dure, cette pensée bourgeoise, qui ne réfléchit qu'en termes d'intérêt, de calcul et de fonction. Au fond, pour la modernité libérale, il n'y a pas vraiment de chef, il n'y a pas vraiment d'incarnation du pouvoir, il y a, encore une fois, des fonctions, des fonctionnaires. Alors, je préciserai que cette légitimité républicaine, dans les 2 cas qui m'occupent, Poutine et Bonaparte, elle est plus précisément machiavéliano-antique, si vous voulez. Elle comporte un élément machiavélien, c'est-à-dire le moment où la ruse, la force, eh bien, sont fondatrices, au fond. C'est toute cette tension entre la virtu chez Machiavel, qui est une sorte d'énergie virile, susceptible donc de ruse, de coups d'éclat, voire de cruauté, et la vertu du législateur, proprement dite, dont Bonaparte, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a quelques instants, a fait preuve. Alors, les vertus ou la virtu machiavélienne de Bonaparte n'est plus à démontrer. Vous connaissez peut-être moins celle de Poutine. Je vais quand même dire quelques mots de cela. Alors, on dit souvent que Bonaparte a mis au pas les oligarques. C'est parfaitement vrai. Il s'y est pris avec un mélange de
de saine intimidation, d'action de force et d'incitation, disons. Hein. Il organise une réunion dès son avènement à la présidence en juillet 2000, où il convoque les principaux oligarques, dont le fameux Khodorkovsky, dont les médias occidentaux font un martyr de la liberté. Si certains parmi vous ont l'occasion de lire le chapitre du livre qui s'intitule « Qui est Mikhail Khodorkovsky ?», ils ne pourront plus entendre ce genre d'évocation sans hurler de rire. Khodorkovsky est un mélange de Pablo Escobar et de Bernard Tapie. C'est un financier de guerre pour le premier conflit en Tchétchénie. Il a probablement commandité plus d'assassinats que Poutine ne peut en être soupçonné. Il y a son chef de la sécurité qui a été impliqué dans l'assassinat d'un maire qui lui faisait obstacle dans son projet d'extension d'une filiale de Yukos. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Le groupe pétrolier qu'il avait acquis à vil prix, 390 millions d'euros, c'est quasiment l'équivalent, si vous voulez, d'un, je sais pas moi, d'un 200 mètres carrés à Paris pour 10 000 euros, hein, pour vous donner une idée. C'est donc un prédateur. Son chef de la sécurité, j'y reviens, a donc été impliqué dans l'assassinat du maire de Neft-Yugansk, donc cette ville dont je parle. Enfin, il s'apprêtait à vendre des pans entiers du parc pétrolier russe à Texaco et ExxonMobil. Là, c'est là qu'il a franchi la ligne rouge après 3 ans de tension entre Poutine et lui. Il est arrêté en 2003 et il fera des moufles en Sibérie pendant 10 ans avant d'être libéré sous pression allemande. Bon, enfin, je pense que on n'était pas encore au plus fort de la crise ukrainienne. On était plutôt dans la préparation des JO de Sochi et Poutine a fait ce geste envers ses amis allemands qui protègent Khodorkovsky. Bon. Il n'a pas manqué d'ailleurs de financer une partie des putschistes de Kiev. Le dit Khodorkovsky, qui avait conservé un certain nombre d'actifs par devers lui. Bien évidemment, ces gens-là ont le talent du offshore. Je pourrais ajouter la maîtrise diplomatique de Poutine, de l'affaire Snowden. Alors là, rions un peu, parce que le style, c'est l'homme, disait Buffon. Et je dois dire que mon objet, puisque je m'occupe de Poutine depuis la fin de l'année 2010, j'ai eu l'idée de ce livre à la fin 2010, je m'y suis attelé en 2011, tu évoquais le fait que tu m'as suivi dans ce marathon, hein, c'était un véritable marathon de 3 ans. L'été dernier, Poutine, accueillant donc Edward Snowden, vous connaissez l'histoire, hein, je ne la redétaille pas, le comparera à Sakharov, le qualifiera de dissident, et puis stipulera que la Russie n'extrade personne, surtout pas vers des États qui, comme les États-Unis, pratiquent la peine de mort. Hein. Ça s'appelle une spécialité lyonnaise, hein, j'en dis pas plus. Il y a également l'affaire syrienne, où là, pour être un peu plus sérieux, la maestria diplomatique, donc mélange de force et de forme. Car je crois que l'aspect le plus méconnu de Poutine, dont on rappelle souvent la qualité de judoka, le cursus d'ancien agent du KGB, c'est sa formation de juriste. Alors c'est un juriste qui considère que le politique est premier, et je vais y revenir dans un instant, à propos de Schmitt, à nouveau. C'est un juriste qui fait du droit un attribut du politique, et non pas, comme nous, postmodernes libéraux, du politique un attribut du droit. Pour nous, postmodernes, le politique est là pour servir les droits individuels, les libertés libérales, disons. Pour Poutine, le droit est d'abord la fondation d'un ordre légal, régulier. Et Dieu sait qu'en Russie, ou la République sait qu'en Russie, il était impératif de commencer de le fonder, cet ordre légal. Alors, à partir de ce bref portrait, je dirais que c'est le deuxième point, après l'évocation de ces 3 formes de légitimité, charismatique, légale et traditionnelle. Il est certain que la légitimité traditionnelle n'est plus ouverte pour des hommes comme Poutine et Bonaparte, qui doivent leur ascension à un contexte républicain en ce sens-là, mais ils vont articuler la légitimité charismatique et la légitimité légale. Le coup de force, je dis que Poutine n'a pas pratiqué un coup d'État, il a pratiqué un coup dans l'État. C'est-à-dire que depuis l'intérieur de l'appareil d'État, c'est une personnalité au départ qui apparaît assez terne, c'est aussi cela qui est fascinant dans cette trajectoire. Le
présente comme une sorte d'homme-lige du clan Yeltsin. Berezovsky, Rodorkovsky et les oligarques croient qu'ils vont pouvoir en faire leur pantin comme ils l'avaient fait avec Yeltsin finissant et éthylique. Ça ne sera pas le cas, l'histoire le montrera. Il a renversé le rapport de force. Alors il ne l'a pas fait seul, bien évidemment, soyons tout de même un peu marxistes sur ce plan-là. Il y a une dimension providentielle chez Poutine, je le pense profondément, comme un grand nombre de Russes, mais il y a aussi des rapports de force à l'intérieur de l'appareil d'État. Et il s'est appuyé sur les siloviki, comme on les appelle en russe, c'est-à-dire les membres des organes de force. Services de renseignement, armée, renseignement militaire, police, et même certains secteurs de la justice. La justice russe n'étant pas dans l'état de la nôtre. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Philippe. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais justement essayer de penser brièvement, nous n'avons pas un temps infini, puis j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour débattre, la dialectique entre les institutions et les hommes. En effet, les institutions sont de toute première importance. On ne peut pas compter uniquement sur la personnalité des chefs pour assurer le bien commun, ou la république, justement, au sens originel du terme. Mais les institutions ne font pas tout. Les élites qui les animent sont elles-mêmes décisives, bien entendu. Alors, sous le directoire, les institutions, là on n'est pas embêté, sous le directoire, les institutions sont faibles, les élites aussi. Là, il n'y a pas de contradiction. Et au fond, Bonaparte va à la fois incarner une forme de personnalité d'État en forgeant précisément l'État moderne français, en reprenant, je suis assez continuiste et syncrétiste comme tu l'as indiqué tout à l'heure, en un sens en le remonarchisant, ou en tout cas en le recentralisant. Alors je sais que là il y a des débats au sein même du royalisme sur la question de la centralisation. Vous en plaidez davantage pour, je crois, un retour immédiat au XIIIe siècle, selon le titre d'une revue. C'est pas vous ça ? Non, ah non, c'est pas vous. Mais je trouve ça très drôle. C'est un retour immédiat au XIIIe siècle, ça me plaît beaucoup stylistiquement. Oui. Ah oui, ça y est, ça me revient. Son charme, hein, mais... Ça a son charme. Après, est-ce que ça a son efficacité ? C'est une autre affaire. En France, aujourd'hui, nos institutions sont fortes, mais nos élites sont faibles. Elles étaient obscènes et vulgaires sous le précédent président de la République. Elles sont désormais médiocres et molles. Dans les deux cas, elles sont serviles. Au fond, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, des nains occupent des institutions taillées par un géant, à savoir De Gaulle. Je dirais quelques mots pour finir, puisque mon travail est, je l'ai dit en commençant, un essai engagé qui prend position. Je dirais quelques mots de mon espérance pour l'avenir. Quant à la Russie de Yeltsin, alors là c'est très paradoxal. Les institutions sont relativement fortes parce que la constitution de 1993 est une constitution présidentialiste, franco-américaine, que Poutine n'aura pas foncièrement, n'aura pas radicalement à modifier en réalité. C'est là qui montre d'ailleurs que les institutions valent d'être animées. Il va simplement s'appuyer sur le présidentialisme de la constitution de 1993 pour faire valoir l'autorité de l'État, une économie de nouveau protégée et le rayonnement international de la Russie. Seulement, il y a une différence entre la Russie et la France. L'État français est ancien et il est institué, c'est-à-dire que nous avons la culture de l'institution. C'était beaucoup moins le cas, et c'est beaucoup moins le cas dans l'histoire russe. L'État a pu être fort, mais s'il a été brutal, c'est que précisément il était un pouvoir sans être vraiment une institution. L'ordre régulier des institutions et le respect des lois est quelque chose de très précaire en Russie. D'où d'ailleurs l'importance de la corruption qui y règne. Là aussi, il faut être précis, on dit un peu n'importe quoi sur la Russie contemporaine. Il y a des habitudes de débrouillardise, si l'on peut dire, ou de règlement informel qui tiennent à l'histoire de l'État russe, qui a été souvent fort, mais brutal, et souvent arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'engendrait pas un ordre légal avec un certain nombre de libertés publiques, comme Bonaparte l'a fait sous le consulat, mais parce que nous avions des habitudes légalistes, au fond, en France, qui sont très anciennes, qui remontent précisément à la monarchie. Donc, fort, ou plutôt brutal, mais précaire dans ses fondations, l'État russe ne connaissait pas la culture de l'institution. Et au fond, je considère que l'œuvre historique de Poutine, et je pèse mes mots,
son œuvre hegelienne, je vais revenir dans un instant, puisque je considère que Poutine est un chef d'État hegelien, c'est précisément de faire passer la Russie d'une culture du pouvoir à une culture de l'institution. Mais pour cela, il faut répondre à la trajectoire historique russe, c'est-à-dire que si la tête de l'État n'est pas incarnée par un homme fort, l'ADN historique russe ne réagit pas. Hein. Il faut que le pouvoir soit personnellement incarné. Hein. Les Russes, d'ailleurs, j'écoutais une chanson de rap russe d'ailleurs récemment qui parlait de ça. Oui, j'aime beaucoup le rap russe. Qui parlait de ça en disant pour nous, la loi est morte. Les Russes ne vivent pas selon la culture de la loi. Bonjour Thibault. Ne vivent pas selon la culture de la loi, mais selon la culture des relations personnelles. Alors ça produit le meilleur, des solidarités informelles très développées en Russie, mais aussi le pire, la corruption, qui est, cela étant, beaucoup moins bien supportée par les Russes quand ils la pratiquent eux-mêmes. J'ai le souvenir d'une relation russe qui me disait « mais au fond, vous êtes des bureaucrates ». Je lui dis « ah bon, c'est toi, issu de la Russie post-soviétique, qui me reproche le bureaucratisme français ». Il me dit « oui, je vous le fais sans l'accent. Moi, si je rentre le soir et que je suis arrêté parce que j'ai un peu trop bu au volant de ma voiture en France, ça va être un procès, ça va être des ennuis en permanence. Tandis qu'en Russie, je peux m'arranger avec le policier. On se comprend, on discute, hein, et puis on s'arrange. » Et il trouvait ça très bien. Donc il faut prendre les peuples, hein, et j'y reviens, les peuples et les nations dans leur culture morale. Je ne dis pas que je souscris à cet illégalisme, mais en tout cas, il faut comprendre la Russie à partir de la Russie, et pas à partir d'idéaux et d'universaux totalement vides, comme les élites politico-médiatiques occidentales ont la fâcheuse tendance à le faire. Hein. On ne juge un pays, un chef d'État, qu'en fonction du contexte et de l'histoire courte et longue dans laquelle il s'inscrit. On ne comprend pas Poutine sans comprendre Yeltsin, hein, et la chute de l'Union soviétique. Si on veut que la Russie soit une démocratie à la Scandinave, hein, ou si on veut que la Russie soit la Suisse, eh bien très bien, on pourra imaginer aussi que Michel Rocard, ou Jean-Pierre Raffarin, ou François Hollande seraient capables de la diriger, ce qui n'est absolument pas le cas, bien entendu. Hein. Alors, dans cette relation entre les institutions et les élites, eh bien, il y a un moment schmittien, hein, on en parlait, le moment de la décision, où un homme fort, finalement, prend sur lui, un homme fort et entouré, bien évidemment, prend sur lui d'assumer la fondation d'un ordre légal. Simplement, Poutine est hegelien, disais-je, plutôt que schmittien, puisque la différence entre Hegel et Schmitt là-dessus, c'est que l'héroïsme fondateur doit, pour Hegel, être suivi d'une législation, d'un moment de fondation. Et en outre, le danger peut-être chez Schmitt, en tout cas chez le Schmitt des années 30, c'est de maintenir finalement une sorte de décisionnisme permanent, une Führerprinzip, hein, qu'il a tout de même défendu, qui empêche précisément que se forme cette culture de l'institution que j'évoquais. Bon. Alors au fond, on retrouve la célèbre formule pascalienne ici, hein, il faut la justice sans laquelle la force est tyrannique, mais il faut la force sans laquelle la justice est impuissante. Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort soit juste. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de primat chronologique de la force, mais la force à elle seule, bien évidemment, ne peut suffire à conduire les affaires de l'État, à établir cet État dans son autorité, et à forger cette culture de l'institution que j'évoquais. Il ne peut pas davantage, d'ailleurs, permettre le rayonnement international de la nation qui est conduit par le chef. Alors, la monarchie elle-même, puisque nous dialoguons, vous et moi, autour de cela, a connu des incarnations de qualités diverses. Vous avez, vous, la conviction que la force de l'institution monarchique permet de pallier à la faiblesse des hommes qui sont amenés à en être les dépositaires, qui l'incarnent. J'ai beaucoup moins cette conviction, et j'en tiens davantage pour ce que les Grecs appelaient la vertu, mais qui ne se sépare pas de la virtu machiavélienne, hein, capacité à assumer les rapports de force à travers la ruse, les coups d'éclat. C'est donc l'exemple fait par Poutine quand il fait emprisonner Rodorkovski, c'est Louis XIV qui fait emprisonner Fouquet. Bon, je fais beaucoup d'honneur à Rodorkovski en le comparant à Fouquet, d'ailleurs je les distingue nettement dans le livre,
puisque Fouquet, lui au moins, avait du style, hein, et il faisait rayonner un peu le grand siècle français. Mais c'est aussi César Borgia qui, Machiavel le décrit dans le Prince, fait un exemple en entraînant les Orsini, qui sont ses rivaux, dans un traquenard, hein, et en faisant un exemple sanglant en pleine place publique. Alors, on pourrait dire de Bonaparte, pour y revenir, puisque j'ai distingué Bonaparte consul et Napoléon empereur, pour reprendre une belle formule d'Adolphe Thiers, que nous n'aimons ni vous ni moi, hein, je crois, en tant que figure politique, mais il a eu ici une belle formule. Le 18 et le 19 Brumaire étaient nécessaires, on pourrait seulement dire que le 20 fut condamnable et que le héros abusa du service qu'il venait de rendre. Alors pour ma part, ce n'est pas le 20 Brumaire que Bonaparte abuse, c'est à partir de 1804, quand il rétablit, qu'il croit pouvoir rétablir une légitimité traditionnelle qui, à mon sens, n'est plus ouverte dans les conditions de la modernité, et qu'il entraîne la France dans une cavalcade impériale qui ne correspond pas à son génie ni à sa trajectoire. Là-dessus, quelque admiration que j'ai pour Zemmour, dont on parle souvent, et c'est magnifique petite pastille là, du mardi et du vendredi sur RTL. Je ne partage pas la thèse qu'il développe dans Mélancolie française, selon laquelle l'idéal ou le sens fondamental de la trajectoire française serait de refaire Rome au cœur de l'Europe. Je crois que, et là, c'est un point d'accord fondamental entre nous, la France est essentiellement une nation. Alors, avec Napoléon, la France est une nation qui s'impérialise, et c'est une autre des thèses du livre que je développe. Sous Poutine, la Russie est un empire qui se nationalise dans ses comportements. Ça reste une nation impériale, multiethnique, multiconfessionnelle, un territoire immense, mais je crois que dans ses comportements, la Russie a largué les amarres avec le messianisme, qu'il fut orthodoxe au XIXe siècle et même avant. Vous savez, il y a eu de nombreuses troisième ou quatrième Rome, hein, tu évoquais Douguine, c'est vraiment le projet là, de refaire Byzance, d'une certaine manière. Et puis, il y a le messianisme soviétique, qui prendra la suite de ce premier messianisme orthodoxe. Eh bien, Poutine, désormais, pense dans les catégories de l'intérêt national. Il le dit très explicitement, à plusieurs reprises, qui n'empêche pas certaines solidarités civilisationnelles. J'y viendrai dans quelques instants. Alors, précisément, j'évoque la nation, l'empire, la République. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que la Révolution s'est traduite dans le vocabulaire politique gréco-romain. Je voudrais dire quelques mots, toujours sur cette question de la légitimité, du rapport entre l'Antiquité et la modernité. On a eu souvent cette discussion avec Stéphane, la question étant de savoir si la crevasse ou la séparation des temps entre la modernité bourgeoise libérale et l'Antiquité est si profonde que cela. Moi, j'ai tendance à penser que non. Et j'ai tendance à penser, disais-je tout à l'heure, en termes de continuité. Et ça pose, bien évidemment, le problème du théologico-politique et du sacré. Car en effet, la légitimité, disais-je, déborde les cadres de la pensée bourgeoise parce qu'il y a un élément de sacralité dans le phénomène même de la légitimité, de l'adhésion d'un peuple à son chef, et de cette adhésion qui précisément permet d'asseoir un État sur ses fondements. Alors au fond, moi je suis très lié au modèle gréco-romain. Je précise que j'ai jamais beaucoup aimé le terme paganiste, ou païen, vous savez, ce courant là autour d'Alain de Benoît, de Dominique Vénère, etc. Parce que j'ai parfois le sentiment que la Grèce qui les anime se rapprocherait davantage de celle des 300, excellent film au demeurant, c'est-à-dire une sorte comme ça d'affirmation des identités brutes, naturelles, comme cela, au cœur de l'Europe, que de la cité grecque. Moi, j'en tiens véritablement pour ce modèle-là. Alors, de ce point de vue-là, il est évident que chez les Grecs, ce qui est premier, c'est le politique. Et la légitimation par le sacré religieux, au fond, prend la forme d'une sorte de caution solidaire. Les dieux étaient comme des cautions solidaires de la cité, et la religion grecque est avant tout une religion civile, pour employer un terme issu du vocabulaire politique moderne, philosophico-politique moderne. Avec le christianisme et le catholicisme en particulier, qui à mes yeux, je ne peux pas développer cette idée, mais on en parlera peut-être après, est le seul universalisme véritable et sincère, s'affirme, disait Hegel, la valeur infinie de la subjectivité. Bon, c'est ce qui prépare les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme peuvent ne pas devenir fous.
hein. Comme disait Chesterton, le monde moderne est peuplé d'idées chrétiennes devenues folles, c'est-à-dire qui ont largué les amarres avec leur inscription particulière, nationale. On est toujours dans cette dialectique ici de l'universel et du particulier. Alors, concernant précisément le rapport entre religieux et politique chez les Grecs, je crois qu'il est formé effectivement de récits, c'est une forme de transcendance dans l'immanence, hein, tandis que le théologico-politique issu du christianisme tend à contenir le mouvement du temps ou de la contingence. Tu parlais des constantes et des variables, hein. On avait aussi parlé de permanence à partir de Guénon. Alors, de ce point de vue-là, on aura l'occasion d'en discuter peut-être, mais il me semble que Maurras a une position très paradoxale, hein, pour dialoguer un peu avec lui. C'est-à-dire qu'à la fois, il justifie la valeur de la monarchie pour la France par l'histoire, me semble-t-il, par les œuvres historiques, hein, donc justification immanente, et en même temps, la légitimité traditionnelle du roi semble être arrimée à un principe théologico-politique, puisque c'est comme cela qu'elle s'est construite. Donc il y a une forme de tension. Sur lequel il ne se prononce lui-même pas. Il évite ouais, quasiment de se prononcer. Ouais. Bon. Oui. Alors de ce point de vue-là, il y aura une lecture effectivement différente de l'histoire. Je suis, pour ma part, absolument convaincu que la République a fait ses preuves de ce point de vue-là, qu'à travers un certain nombre de grandes réalisations qui vont de victoires militaires à la fondation de l'école, au rayonnement dans les arts et les lettres, jusqu'à la dissuasion nucléaire, il me semble que la République s'est fondue dans le creuset national et que précisément la forme moderne de la France, c'est une république, mais une république gaullienne, monarcho-républicaine. C'est là que je suis syncrétique. Je ne crois pas qu'on puisse faire la France par le parlementarisme à la scandinave. Donc il faut une incarnation du pouvoir, et c'est ce que De Gaulle a voulu. C'est aussi pourquoi, quand j'interviens publiquement et que j'ai l'occasion de le faire face à des amis patriotes qui se situent dans d'autres tendances que la mienne, comme c'est le cas avec certains d'entre vous ce soir, j'invite à bien mesurer que la véritable césure dans l'histoire de France, ce n'est pas 1789, ce n'est pas 1792, c'est 1968. Et que la véritable rupture du roman national, le véritable évidement, hein, de l'être français commence là, à mes yeux. Hein. Par conséquent, et c'est là qu'on voit se former, à partir de Giscard, je pense qu'il ne faut jamais oublier la médiation Giscard, hein, une cohorte d'élite dénationalisée et dénationalisante, au fond, hein, qui rompent avec précisément la trajectoire française, sa culture de l'État, en l'arrimant à une construction européenne qui est contraire à son génie, à son destin et à son bien. Alors Poutine, lui, pour y revenir, justement, pratique une politique symbolique profondément nationale, c'est-à-dire qu'il réactive, hein, de manière très syncrétiste les différents symboles, les différents moments, les différentes valeurs de l'histoire russe. Référence positive à l'orthodoxie, voire même au tsarisme. Il a célébré les obsèques du général Dénikine, hein, qui était un des généraux blancs. Référence positive à l'Union soviétique. Il fait rétablir le jour du tchéquiste, hein, du KGBiste, si vous voulez, le 20 décembre. Il rétablit la musique de l'hymne soviétique en faisant changer les paroles par le même auteur. La nouvelle fête nationale de l'unité et de la réconciliation a lieu le 4 novembre, proche de la précédente qui avait lieu le 7 novembre et qui célébrait la Révolution d'octobre. Je pourrais démultiplier les exemples. Il assiste en même temps à une représentation d'hommage à Vysotsky, qui était un chanteur dissident de l'époque soviétique. Il s'est rapproché, ou plutôt Solzhenitsyn s'est rapproché de lui, Rostropovitch aussi. Enfin, il pratique vraiment un syncrétisme patriotique dans lequel il refuse, et on pourrait souhaiter qu'il en aille de même de nos élites, il refuse toute repentance, toute génuflexion, toute humiliation symbolique et historique de son pays. Ce qui me paraît ici une œuvre de salubrité publique. Alors, Bonaparte consul, pour y revenir, toujours ce billard à trois bandes, a gouverné en national pendant la période du consulat, avant de se prendre pour Charlemagne, dans une sorte de cavalcade carolingo-corse, hein, une sorte oui, c'est ça, une sorte de Charlemagne méditerranéen, vous voyez, qui, à mon sens,
encore une fois, largue les amarres avec toutes les trajectoires fondamentales et les veines les plus profondes de l'histoire de France. Mais quand il était consul, il ne cessait de dire d'ailleurs « je suis national ». La référence à Charlemagne apparaîtra à partir de 1803. Mais dans les toutes premières années du consulat, il ne cesse de se référer à l'histoire de France. Il dira par exemple en matière religieuse « Ma politique est de gouverner comme le plus grand nombre veut l'être. C'est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. » Ça a le mérite d'être clair. Alors la grande différence entre Poutine et Bonaparte, c'est que Poutine n'est que russe, et profondément russe. Par conséquent, il gouverne les Russes en russe, à travers toute cette politique symbolique que j'ai évoquée brièvement. Je ne veux vraiment pas faire trop long, donc je vais, pour conclure, vous dire quelles sont, à mes yeux, les raisons d'espérer, puisque, comme dit si bien Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue. Oui, pourquoi d'ailleurs? Parce que ça fait gagner l'ennemi tout de suite. Si on désespère, l'ennemi a déjà gagné. Je crois que nous n'avons pas le droit de désespérer. Nous n'avons pas le droit de désespérer de la France en tant que nation, en tant qu'État. Je souhaiterais que la République, parce que en effet, et tout le sens de mon travail, c'est de redonner un sens, c'est de conférer de nouveau un sens substantiel et consistant au mot République, parce que je vous accorde, mais sans l'ombre d'une discussion, que ce terme en est venu à signifier à peu près l'exact contraire de son sens historique et de son sens consistant. Je me souviens, là, il y a un mois et demi, Marine Le Pen était interrogée sur France Culture, et il y a un des journalistes qui lui dit « Mais au fond, Marine Le Pen, est-ce que l'immigration, ça ne serait pas profondément républicain ?» Et alors, lui dit « Oui, expliquez-moi ça. Dans ce genre de cas, il faut les laisser parler. » Et bah oui, la République, c'est l'égalité. Donc l'immigration, finalement, c'est républicain. Bon, Périclès s'en retournerait dans sa tombe, qui avait étendu la citoyenneté athénienne en restreignant les voies de naturalisation. Il y avait plus de citoyens à l'intérieur d'Athènes, mais la naturalisation était rendue beaucoup plus exigeante, rigoureuse, difficile. Donc une république, au sens sérieux du terme, a des frontières. C'est une nation. Dès qu'on dénationalise et dès qu'on désubstantialise, on se met effectivement à faire n'importe quoi. Ça peut valoir pour les droits de l'homme, d'ailleurs, dont Hegel disait qu'il pouvait être comme une sorte de catéchisme élémentaire. Le premier Schmitt, le Schmitt catholique dont tu avais parlé en décembre, lui considère également qu'il faut que l'État décision, respecte tout de même un certain type de principes fondamentaux, parmi lesquels il range les droits de l'homme. Il dit, bon, ça peut être une sorte comme ça de corpus. Voilà. Donc tout principe qui perd ses ancrages substantiels devient fou, et puis pourquoi pas féminin, parce que au fond féminin au mauvais sens du terme, mesdames, c'est-à-dire que je souhaiterais, moi, comme le dit Lucien Bonaparte au 19 Brumaire dans la cour de l'Orangerie à Saint-Cloud, je voudrais que la République revête de nouveau sa robe virile. Je vous cite ce beau passage. « Citoyen consul, le plus grand peuple de la terre vous confie ses destinées. » Il s'adresse à Bonaparte, à Cambacérès et à Lebrun. « La liberté française est née dans le jeu de paume à Versailles. Depuis l'immortelle séance du jeu de paume, elle s'est traînée jusqu'à vous, en proie tour à l'inconséquence, à la faiblesse et aux maladies convulsives de l'enfance. Elle vient aujourd'hui de prendre la robe virile. » Voilà. On pourrait souhaiter que des élites surgissent qui lui fassent revêtir de nouveau cette robe virile. Pour cela, il faut des élites qui pensent national, à la façon de Bonaparte de nouveau. Lafayette a peut-être raison en théorie, mais qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Une sottise. Quand on veut en faire l'implication à des masses d'hommes, et puis il se croit toujours en Amérique, comme si les Français étaient des Américains. Il ne m'apprendra pas ce qu'il faut à ce pays-ci. Et c'est Bonaparte consul qui parle, encore une fois. Alors, on pourrait donc espérer des élites de nouveau viriles, de nouveau nationales, qui soient pareilles à cette brillante cavalerie française qui, et je conclus l'ouvrage par ce mot, je conclurai donc ma conférence de ce soir, ou ma présentation de ce soir, par cette belle formule de Guillaume d'Orange, qui, à la bataille de Nervieden en 1693, s'écrira face à la cavalerie française, et j'aimerais que des élites françaises surgissent qui puissent mériter de nouveau une telle exclamation, qui s'écrira donc « Oh, l'insolente nation !» Voilà. Je vous remercie.
questions. Alors, j'ai l'habitude de discuter avec toi, donc je vais peut-être me restreindre un petit peu et vous laisser la parole. Donc, n'hésitez pas. Léo, sans doute. Bon. Abondante. Malheureusement, je vais tout reprendre dans le désordre. Alors, sur la légitimité. Si je veux comment je vais en poser du coup. Ouais, Mais vraiment, elle est anecdotique celle-ci. Enfin, anecdotique. Donc ça nous ramène à Dugin quand tu parlais du messianisme. Parce que je crois me souvenir, même si maintenant la lecture remonte à plusieurs mois, que Dugin l'intègre quand même dans les constantes. C'est-à-dire que pour lui, c'est absolument indispensable à la Russie d'avoir, alors avec des formes et des incarnations diverses, hein, mais toujours cette vocation impériale et également au-delà même, puisqu'il dit bien que la Russie est une nation, une civilisation, un empire. Et donc le messianisme, il parle de la troisième Rome, il parle de... Oui, lui il reprend, il s'installe vraiment dans cet imaginaire-là. Et à ses yeux, évidemment, ce serait nécessaire aussi aujourd'hui. Alors est-ce que vraiment c'est un aspect que tu rejettes ou que Poutine rejette ou... Poutine tient une position médiane entre... D'ailleurs c'est un fait mal connu, en tout cas par les médias occidentaux, il y a des nationalistes russes qui sont anti-fédéralistes. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient une Russie ethnique, renfermée sur ses frontières strictes, parce qu'en effet, la fédération de Russie comporte un certain nombre de sujets de la fédération. On les appelle, il y a des républiques, il y a des régions autonomes, il y a des régions tout court, il y a des districts fédéraux. Bon. En effet, la Russie a un héritage impérial qui est absolument indéniable. C'est évident. En revanche, je crois que Dugin, qui est un eurasiste, c'est l'autre pôle. Vous voyez, il y a les nationalistes russes qui veulent sortir de la fédération, et Dugin, lui, voudrait refaire l'Union soviétique, mais aussi l'empire tsariste. Il voudrait que la Russie s'étende autant qu'elle peut l'être. Il est en cela, d'ailleurs, assez semblable mais pour d'autres raisons, à Vladimir Zhirinovsky, qui est un nationaliste russe que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui lui plaide pour l'envahissement des pays baltes, par exemple. Mais il faudrait reprendre les pays baltes, reprendre le nord du Kazakhstan, faire un sort définitif à la Géorgie. Il y a l'Alaska, oui, c'est vrai. Bon. Non, la Russie, par sa constitution, est une nation tout à fait particulière, avec un héritage impérial qui est indéniable, l'immensité de son territoire, je l'ai évoqué, la multitude de ses peuples, de ses ethnies, son caractère aussi multiconfessionnel. On ignore souvent que les derniers représentants du chamanisme, enfin, le chamanisme vivant, se trouvent en Russie. Vous voyez, donc, c'est indéniable, mais ma thèse, ma position, à la différence de Dugin, c'est de montrer, et je crois apporter des éléments consistants à l'appui de cette idée, que Poutine métabolise la Russie en nation, c'est-à-dire qu'il il accoutume la Russie à penser en termes d'intérêts nationaux. C'est-à-dire ce qui fait que, est-ce qu'il y a une politique de civilisation de la Russie poutinienne ? Il est certain que la Russie défend ses marches, comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui, bien sûr, en Ukraine de l'Est, c'est évident. Mais il n'y a pas une politique de civilisation qui considérerait que partout où il y a un orthodoxe, la Russie devrait le protéger. D'ailleurs, il faut bien dire, mais ça c'est un crève-cœur qui peut-être sera apaisé dans quelques années, la perte d'influence russe en Bulgarie, notamment les élites, en tout cas du côté des élites, qui divorcent là aussi avec leur peuple, et en Serbie, est un phénomène assez inquiétant, et ça fait partie des échecs, si on veut, de Poutine, qui n'est pas parvenu à juguler l'atlantisation, anglotanisation de la Bulgarie et en cours de la Serbie. En Serbie, la situation est ouverte, puisqu'on en parlait avec Philippe fréquemment. Gazprom a passé un contrat absolument mastodontesque avec le géant du... j'oublie le nom. Je crois que c'est Niche, je crois que ça s'appelle NIS. Ouais, ça doit être ça, ouais. Sobska, ouais, je me souviens plus.
Donc il reste de toute façon un certain nombre d'intérêts et de solidarité en Serbie. Ça pose le problème plus général qu'on avait évoqué d'ailleurs quand Louis avait fait sa conférence, des principes de droit international, du droit international, ou en tout cas de la géopolitique. Il y en a 3. Celui de la croisade, alors soit au nom de Dieu, soit au nom des droits de l'homme, qui permet qu'on envahisse des pays en fonction du bien supposé porté par tel ou tel État. Il y a le principe de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale issu des traités de Westphalie. C'est plutôt l'esprit de Poutine. On réfléchit en termes d'intérêt plutôt que d'amitié. Et puis, il y a le principe de l'autodétermination. C'est le domaine, le plan sur lequel nous nous citons nous-mêmes, puisque ça, c'est vraiment la référence. Oui, d'invilienne. Je sais. Alors, en revanche, est-ce qu'on doit reprocher à Poutine d'avoir retourné à l'envoyeur occidental ce principe de l'autodétermination des peuples en Crimée, alors que, précisément, au Kosovo, il avait été brandi contre l'histoire. En Crimée, au fond, le principe de l'autodétermination s'appuie sur l'histoire. C'est peut-être la différence. Le Kosovo n'a jamais été albanais. La Crimée est russe depuis 2 siècles et demi. La référence à Westphalie n'ongle pas évidemment le principe de nationalité. Là, pour le coup, ça c'est vraiment autre chose. Oui, bien sûr. Ce sont deux principes. Ce sont deux principes tout à fait différents. Mais je pense qu'il faut se garder du dogmatisme en la matière. Poutine aurait-il dû être si cohérent et systématique avec lui-même qu'il aurait refusé de rattacher la Crimée à la Russie au nom d'un pur principe, celui de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il me semble que, compte tenu de ce qui a été fait au Kosovo, il n'avait pas à maintenir un principe qu'il défend par ailleurs. Hein. Il l'a défendu en Libye, il le défend en Syrie, il l'avait défendu au Kosovo, intégrité des frontières, pas d'ingérence. Hein. C'est le principe premier chez Poutine. Mais en revanche, que dialectiquement, il retourne à l'envoyeur atlantiste ce principe-là pour rattacher la Russie à la Crimée, à partir du moment où ça s'appuie sur l'histoire et sur la légitimité, là pour le coup, pour ma part, moi, ça ne me dérange pas. Il avait dit d'ailleurs du Kosovo. Oui. Cette violation appellera des retours. Oui. Il l'avait dit lors d'une réunion de la CEI, en présence de Mikhail Saakashvili, qui fait une tête, il devient vert. Il dit c'est un boomerang que vous allez vous reprendre en travers de la gueule. Oui, parce que le personnage est parfois un peu vert dans son style. Hein. Il avait quand même débuté sa trajectoire comme Premier ministre par le fameux « nous irons buter les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes ». Bon. Par ailleurs, vous devez savoir, petit élément de portrait, si vous voulez. Hein. J'ai dit que je n'ai pas pu faire une biographie détaillée parce que je mets au défi qui que ce soit de faire une biographie détaillée de Poutine. Le secret dont il s'entoure et l'efficacité avec lequel il le maintient, ce secret, est absolument impressionnante. En revanche, il y a un aspect qu'on ignore souvent, c'est sa formation de juriste et la qualité de sa langue. Son éloquence, son style clair, classique, est apprécié des Russes. Après les borborigmes de Yeltsin, après l'accent du sud de Gorbatchev, si vous voulez, Gorbatchev, c'était un peu un Marseillais. Hein, alors, bien sûr, on salue nos amis marseillais, c'est pas le problème, mais effectivement, ça donnait, si vous voulez, c'est comme si un Marseillais disait bon, j'ai décidé d'intervenir aux frontières de l'Ukraine. Vous voyez, on a été proche de Charles Pasqua, je le rappelle. C'est vrai. Ah, mais Pasqua, c'est un peu autre chose. Il y a une sorte de. Ouais, bon. Bref. Mais il agaçait beaucoup les Russes. Et ça, il vient de Stavropol. Et puis, bon, il y a des hostilités internes à la Russie, comme il y en a un peu en France, hein, bien sûr, c'est inévitable. Brejnev, à la fin, n'arrivait plus à articuler. Andropov, qui est la référence de Poutine et la référence des Russes, c'est l'homme politique russe le plus populaire après Poutine, hein, Andropov. Puisqu'au fond, il était lui aussi chef du KGB. Il faut savoir que les membres du KGB étaient bien mieux informés et mieux formés tout court que les membres du parti. Hein. C'était l'élite, si vous voulez. C'était l'équivalent, l'Institut du Drapeau Rouge, c'était un peu l'équivalent de l'ENA, si vous voulez, on a pu le dire cela. Et donc le plan de réforme d'Andropov, qui sera repris pour partie par les Gorbatcheviens, a largement inspiré aussi Poutine, en tout cas dans son esprit. Hein. Voilà, oui, non, je pense que sur la question des principes de droit international, il n'y a pas de droit international en réalité. C'est ce que j'essaie de montrer. Le droit international
est une chambre d'enregistrement des rapports de force entre États. Seulement, il y a tout de même quelques formes, il y a tout de même quelques principes. Et dans son discours du 18 mars, célébrant le rattachement de la Crimée à la Russie, que je ne saurais trop vous conseiller de regarder et d'écouter, qui est un discours historique, véritablement d'une grande qualité. Alors il dit, oui, c'est amusant que nos partenaires américains et occidentaux nous rappellent aux règles du droit international. Ça nous donne la confiance, ça nous surprend, ils ont l'air de savoir que ça existe. Et il cite deux articles de la charte de l'ONU, il faut que je les retrouve, qui stipulent précisément que le droit à l'autodétermination, qui est un principe beaucoup plus tardif, auquel vous êtes hostile, vous, moi je ne sais pas, l'autodétermination de la Wallonie pour revenir à nous. On est hostile relativement. Voilà, c'est ça. Toujours, tout est relatif c'est ça. Dans le domaine politique. Donc, dans le domaine géopolitique, plus encore que dans le domaine de la politique intérieure. C'est la raison relative de Schmitt, justement. Schmitt parle d'une raison relative en matière internationale. Il faut faire prévaloir les intérêts plutôt qu'une raison absolue qui serait celle de la croisade ou du bien ou des droits de l'homme. C'est comme le problème de la majorité et de l'unanimité. Voilà. Quand c'est une unanimité, on le voit bien, justement, dans le cas de la Crimée, ou une quasi-unanimité. Oui, c'est plébiscitaire. On n'est pas non plus dans la pure pratique référendaire qui serait une sorte de juridisme un petit peu. Oui. Oui, surtout, et puis qu'on pourrait systématiser pour détruire tous les États existants, d'une certaine manière. Oui. Puis avant de laisser l'eau, oui. Ça y est, juste, tu me permettras d'être plus marxiste que toi sur les droits de l'homme. Oui. En plus, là, je les relisais récemment, et quand même, on voit bien que la propriété est quand même l'élément central Alors, j'y consacre tout un chapitre, puisqu'il y a un long chapitre qui est consacré à l'économie politique. Effectivement, Poutine n'est pas un socialiste ni un traditionnaliste corporatiste, si tu veux, au sens où il assure la médiation hegelienne de la propriété privée, mais par l'État. Sachant que la propriété privée en Russie n'a jamais été séparée de l'État. C'est Oleg Deripaska qui est un des oligarques domestiqués. Donc en fait, il n'y a plus d'oligarques en Russie, il y a des riches. Il ne faut pas confondre. Certes, quand on voit l'insolente richesse de certains nouveaux riches russes sur la Costa Brava ou la Côte d'Azur, on pourrait se dire que rien n'a changé. En réalité, il y a des riches, il y a des possédants. Poutine n'a pas procédé à des expropriations de masse qui auraient réveillé des souvenirs soviétiques sans doute trop frais. Mais pour autant, ces riches ne sont plus des oligarques, c'est-à-dire qu'ils n'exercent plus le pouvoir politique. C'est l'État qui est à la manette à travers une corpocratie d'État, comme disent un certain nombre d'observateurs russes. C'est plutôt référence à la France, pour le coup. Oui. C'est-à-dire à la façon dont des biens, en grande partie, qui étaient socialisés, par exemple les biens de l'Église, ont été versés dans le domaine privé. Oui, de la propriété individuelle, libre, et accessible. On pourrait donner, l'exemple, les droits de l'homme s'inscrivent quand même aussi dans ce contexte. Oui, il y a une dialectique, oui, tout à fait. Et Poutine n'est pas socialiste. Il était étatiste, ce qui est bien différent. C'est-à-dire qu'il assure effectivement la médiation de la propriété privée individuelle qui n'a jamais existé en Russie. C'est inouï. Il a été introduite, et de quelle manière, il y a 20 ans. Mais il l'arrime aux traditions russes, il évite, c'est une discussion qu'on a eu souvent aussi avec Philippe, que la propriété devienne une puissance. Qui dit ça déjà? C'est Thiriard, non? La propriété privée n'est pas un mal en soi, mais il ne faut pas qu'elle devienne une puissance dans l'État. Tu m'avais... je ne sais plus. Bon. Voilà, en gros, c'est une crête. Maintenant, est-ce qu'on peut... Elle existait quand même, disons, entre la fin du servage, entre disons, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a quand même une propriété en Russie. Il y a une période où... Oui, mais très courte. C'est la période du réformisme, effectivement... beaucoup d'écrivains russes de l'époque, d'ailleurs, ont écrit là-dessus, et c'est vrai que ça va générer quand même un certain changement dans la Russie, justement. Gorky, par exemple, dans ses souvenirs d'enfance, on parle beaucoup justement des anciens serfs qui deviennent propriétaires, et même de la nostalgie du servage. Gorky parle même de son grand-père qui disait du temps du servage, au moment où on était égaux, on était tous pauvres, mais on avait quand même une égalité. Donc c'est vrai que ça montre un peu, il y a quand même une petite période quand même, qui va... Oui, mais oui, c'est la période des réformes, c'est sous Stolypine, essentiellement. Stolypine un peu avant aussi. Un peu avant, légèrement, enfin, Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut... L'aspect social de la Révolution française, il est bien développé dans les romans de Balzac, par exemple. Oui, bien sûr, non, mais cette analyse-là existe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas tout un pan
libéral bourgeois dans la Révolution française. Maintenant, il faut peut-être éviter le réductionnisme. D'abord, il y a eu une bourgeoisie patriote. Il y a une bourgeoisie patriote. Tu le fais à chaque fois. Il y a une bourgeoisie patriote. Il y a un imaginaire républicain qui a une véritable consistance. Des institutions elles-mêmes qui ne sont pas strictement bourgeoises. Je ne vois pas en quoi les institutions de la Ve République seraient bourgeoises. Voilà. La cinquième, voilà, mais qui fait synthèse. Je suis bien d'accord. On est à la formation de De Gaulle, en grande partie. Oui, maintenant, je crois qu'il a suivi son inspiration propre par la suite. Il n'a pas eu besoin de Maurras pour faire le 18 juin. Pas seulement Maurras, parce qu'il y a un rapport à l'histoire de France et à... Mais il ne reprend pas le corporatisme, en revanche. Parce que la sécurité sociale, à la limite, c'est plus une inspiration pro dono mutualiste. Voilà, mais qui, à l'aise, le corporatisme n'a jamais été qu'une option ou un espace de au plan de l'économie politique. Parmi d'autres, en fait. Et sur la question de la propriété privée, nous communions, si je puis dire, toi et moi, et vous et moi peut-être, dans le refus que le principe libéral bourgeois soit dominateur. Mais il faut quand même s'aviser que quand on met en cause la propriété privée, libre, individuelle et cessible, qui est le fait majeur de la modernité, je suis parfaitement d'accord, il faut savoir pour aller où. Pas de remettre en cause intégralement. Voilà, c'est-à-dire que la France est un pays de petits propriétaires, citoyens soldats, etc. Est-ce que c'est pas là que justement Dugin rêve un peu trop loin Dugin rêve beaucoup. Sa doctrine, l'eurasisme, influence fortement Poutine. Parce que si effectivement Poutine, du point de vue de la multipolarité des rapports, du point de vue géopolitique, incarne bien aux yeux de Dugin, effectivement, se rempart face au monde. Ça c'est vrai. L'hégémonie unipolaire que les États-Unis ont pu s'accaparer après la chute de l'Empire soviétique. Effectivement, donc Dugin voit dans le racisme un formidable contrepoids à ce monde occidental libéral, mais il est peut-être un peu déçu dans la mesure où on ne voit pas trop pour l'instant en quoi Poutine a un rapport conflictuel avec le libéralisme, de ce point de vue-là, au niveau économique en tout cas. Il faut s'entendre. Avec le libéralisme comme principe juridico-économique, non. Il le renforce même. Mais il fait revenir l'État et la nation dans le jeu. Voilà, on peut dire ça. Quant à Dugin, oui, il rêve beaucoup, un sorte de grand dégagement, comme ça, très métapolitique. Poutine lui tient une position intermédiaire. Il lui arrive de valoriser la pluralité ethno-religieuse russe, de célébrer tout cet héritage, mais en même temps, il lui arrive aussi, et très très brutalement, de rappeler le primat russe, parce que les Russes sont tout à fait d'accord pour que la Russie soit une mosaïque de nations. Vous devez savoir d'ailleurs, ça c'est un fait qui est souvent mal connu, que la plupart des Russes ont la nostalgie de l'Union soviétique, ce qui ne signifie absolument pas qu'ils aient la nostalgie du régime de parti unique. Ils n'ont pas la nostalgie du Parti communiste, mais de l'Union soviétique comme empire, comme précisément mosaïque de peuple dont ils étaient très fiers. Mais enfin, les Russes ne sont pas des bien-pensants français. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait un empire multiethnique, mais si la tête en reste russe. Ah oui, mais ça, c'est Chopin aussi. Ah ben oui, ça, il y a même la théorie des grands... Il distingue même au sein des Russes. Ah oui, de toute façon, il distingue ce qui est rassiski, qui relève simplement de la citoyenneté fédérale, ce qui est ruski, c'est-à-dire vraiment russe ethnique, voilà, ethno-culturellement, ethno-linguistiquement, oui. Et puis ce qui est racian. Alors ça, c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, qui engloberait précisément, alors là, ce serait l'identité culturelle russe, qui déborderait précisément sur alors les Russes des frontières, ce qu'on appelle les Russes des frontières, les Russes du dehors, tu évoquais le catholicisme du dehors, c'est-à-dire ceux qui sont au Kazakhstan, en Estonie, etc. Et puis ceux qui participeraient de la culture russe. Par exemple, c'est étonnant, parce que dans la guerre de Transnistrie en 1992, il y a des Moldaves ethniques qui prennent le parti pro-russe. Donc la situation est effectivement, dans bien des cas assez complexe. Ouais. Mais non, mais Poutine conduit un État, Dugin fait du méta. Mais c'est bien, c'est très intéressant, mais je pense qu'il prend ses vrais Russes pour des réalités mondiales. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est européiste. Alors nous, c'est ce qui nous va pas. On en parlait d'ailleurs quand tu as fait ta conférence en novembre, je crois, c'était novembre. Il s'imagine que l'Europe de l'Ouest devrait faire ce que la Russie
a réussi, parce qu'au fond, c'est vrai que le seul empire durable à partir de la modernité, c'est quand même la Russie. Hein. Toutes les autres constructions impériales, c'est pour ça que je suis profondément nationaliste de toute façon, mais par principe, mais les autres constructions impériales ont toutes échoué. Charles Quint, l'Empire austro-hongrois, oui, l'Empire austro-hongrois s'est maintenu, le Saint-Empire romain germanique a été une inexistence. Oui, c'est le prolongement. C'est le prolongement, mais finalement ça échoue. Qu'est-ce qui est durable? Ce sont les nations. Et comme la Russie est la seule nation impériale, parce qu'elle a été assimilatrice, hein, les populations conquises étaient tout de même, alors elles ont été traitées très durement pendant les phases de conquête, mais au fond, il y a quand même eu une inclusion qui s'est poursuivie d'ailleurs sous l'Union soviétique. Hein. Il y avait un grand nombre de responsables du parti arménien, kazakh, etc. Sans égalité pure. Hein. Encore une fois, les Russes sont d'accord tant que le primat, le leadership leur revient. Poutine a fait un discours extrêmement dur il y a un an sur les minorités. Hein, et il visait les minorités musulmanes non assimilées, parce qu'il y a deux islams en Russie. Il y a l'islam territorialisé de longue date, comme le Tatarstan, et puis il y a l'islam de l'immigration interne, voire externe. Parce que le Caucase, il y a le Caucase russe et le Caucase non russe. Et ça se passe très très mal, bien évidemment. Là, ça se passe très très mal dans les grandes villes. Il y a des agressions, des prières de rue, tout ce qu'on a le bonheur de découvrir ici. Eh bien, les Russes en font également l'expérience. Il a fait un discours à la Douma d'une brutalité définitive en disant ce n'est pas la Russie qui a besoin des minorités, ce sont les minorités qui ont besoin de la Russie. Si on n'est pas content des mœurs russes, eh bien qu'on aille dans des terres de liberté comme le Soudan. Hein. En gros, hein, c'est l'esprit du propos. Donc, oui. Je vous remercie Roméo d'avoir posé ma question. Simplement, pour revenir sur l'opposition Dugin-Poutine, si on admet que Dugin, à travers son quatrième fonction, cherche bien une résistance au libéralisme, à travers l'idée de tradition, à travers les constantes variables, la dialectique des constantes et des variables, en partant d'une ethnie qui se réalise dans un État, voire même un empire. Ma question est donc la suivante. Poutine, au fond, quelle résistance Poutine représente-t-il par rapport au libéralisme? Et si on admet qu'il propose un nationalisme qui se réalise dans l'État, ce nationalisme qui se réalise dans l'État a-t-il vraiment un pouvoir de résistance au libéralisme? Alors, je pense qu'il y a trois dimensions dans ta question. Il y a la résistance au libéralisme sur le plan axiologique ou sur le plan des valeurs, sur le plan des mœurs. Là, il me semble qu'il fait le travail quand même. Hein. Les poussiériotes, après tout, qui ont tâté de l'administration pénitentiaire, qu'on appelle goulag. Mais en réalité, c'est la prison, hein. C'est rien de plus. La loi contre la propagande de l'homosexualité à l'égard des mineurs, je le précise parce qu'on dit aussi n'importe quoi, il ne s'agit pas de déclencher une battue aux homosexuels en Russie, mais de faire prévaloir un certain principe de décence. Les mouvements de jeunesse, les ex-nachis, qui s'appellent plus comme ça, qui au fond sont très modernes, tradis, quoi. C'est-à-dire à la fois traditionnalisme des valeurs et puis modernité des pratiques. Bon, voilà. Donc sur ce plan-là, il me semble qu'il fait quand même ici un travail de salubrité internationale. Sur le plan du libéralisme économique, il pratique une forme de néocolbertisme à la russe, adapté aux réalités russes, avec une élévation des barrières douanières, avec un ensemble de mesures que je détaille dans le livre. C'est un étatisme, ça n'est pas un socialisme, encore une fois, hein, donc ça n'est pas de Chavez, si vous voulez, ceux qui auraient une sensibilité plus socialiste, ou Loukachenko en Biélorussie, qui a maintenu effectivement un modèle largement socialisant, en effet, cher à ton cœur, Philippe. Effectivement, alors en revanche, il y a un point sur lequel il y a les valeurs. L'économie, là, on est dans une sorte de protectionnisme libéral. Par exemple, sur le plan des mesures fiscales, l'impôt ne rentrait plus en 1999. C'est hallucinant. Hein. L'état des finances, c'était le cas sur le directoire, d'ailleurs. Hein. Alors, ce qu'a fait Poutine, c'est qu'il a mélangé la contrainte et l'incitation en abaissant l'impôt sur les particuliers, il n'est plus progressif. Donc là, c'est pas du tout socialiste, hein, c'est même libéral. Un impôt à 13% pour les revenus individuels et à 25% sur les entreprises.
Mais au moins ça rentre. Bon. Ensuite, sa politique sociale passe par le natalisme, surtout. Hein. C'est-à-dire que Poutine, effectivement, réfléchit sans doute davantage en termes de santé de l'ensemble et de puissance globale de la Russie qu'en termes de justice sociale. Même si les salaires et les pensions sont désormais versés, ce qui est déjà pas mal, même si on n'a pas été suffisamment relevés. Sous Yeltsin, ils n'étaient tout simplement plus versés. Donc heureusement que les solidarités familiales et sociales russes ont joué, parce que sinon, de toute façon, ça a été un désastre. On attribue aux années Yeltsin à peu près 1 million de morts ou de non-nés en Russie. L'espérance de vie des hommes était tombée à 57,9 ans. C'était quasiment le niveau du Bangladesh. C'est remonté, là, on est à plus de 60. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La vodka, pas de doute. Les comportements à risque, l'homme russe est fantasque, disons. Et puis parfois autodestructeur. Mais il y a aussi l'effondrement du système de santé, qui, avec l'école, était un des deux acquis, si vous voulez, du système soviétique. Deux institutions qui marchaient. Le désastre économique qui a augmenté les délinquances urbaines, les agressions dans la rue, etc. La criminalité a reculé sous Poutine. Alors elle existe toujours, il y a un crime organisé. Mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est sous Yeltsin, en 3 ans, les mafias russes qui existaient déjà à l'époque soviétique accèdent à la compétition internationale. Et avec des moyens considérables, puisque le pays est ouvert à toutes les prédations. Les libéraux russes, les ultra-libéraux russes, pour achever de te répondre, des années 90, mais là on est dans le consensus de Washington à fond, c'est-à-dire libéralisation complète, abaissement des barrières douanières, suppression des barrières douanières, tenez-vous bien, à l'exportation aux matières premières. Alors je peux vous dire que ceux qui avaient acquis, mais ne serait-ce que par infime du parc pétrolier, se sont gavés, littéralement, vous imaginez les conséquences pour l'État russe. Voilà. Et puis le dernier point, je pense que là où la résistance de Poutine au nouvel ordre mondial thématisé par George Bush père est la plus efficace et la plus évidente, c'est vraiment sur le plan géopolitique. C'est-à-dire que là, il rééquilibre véritablement le rapport des forces. Je ne crois pas que les autres briques le fassent. Je ne crois pas que la Chine, l'Inde et le Brésil soient des contrepoids, parce que, à mon sens, et particulièrement pour la Chine, d'abord, elles sont centrées sur elles-mêmes, sur leur propre immensité et sur leurs principes productifs ou exploiteurs, comme on voudra. Et je crois que la Chine, au fond, danse un certain tango avec les États-Unis. Il y a une sorte de convergence. Alors certes, elle s'abstient dès qu'il s'agit... Elle s'est abstenue sur la Crimée, la Chine. Bon. Mais je ne crois pas qu'elle construise une résistance politique. Elle fait contrepoids économiquement, en termes de puissance militaire, mais il n'y a pas la construction véritablement d'une multipolarité politique par la Chine et par l'Inde. C'est le cas de la Russie, par sa position historique, par sa rivalité encore. Vous savez, Poutine et les élites qui l'entourent sont presque toutes issues de la guerre froide. Il y a des quadras, il y a les quadragénaires, là, Medvedev notamment, qui appartiennent à la génération suivante, mais sinon, ils sont tous quasiment issus des organes de force, comme on les appelle, les siloviki, donc du renseignement militaire, du renseignement tout court, du KGB. Donc eux, la culture des rapports de force, ils la possèdent bien. Ils ne sont pas dans l'irénisme et l'angélisme qui a prévalu sous Gorbatchev et puis ensuite sous Yeltsin. En croyant qu'en faisant ce que les Occidentaux leur diraient, eh bien, les Occidentaux seraient gentils. Enfin, bien évidemment, c'est un désastre. Il faut avoir la culture de l'ennemi, là, pour le coup. On retrouve Schmitt, là encore. Il y a aussi une très bonne culture juridique. Oui. Dans le discours de Yeltsin du 18 mars. Poutine. Hein? Vous avez dit Yeltsin. Et on voit Poutine. Il s'est payé le luxe de citer l'argumentaire juridique des États-Unis devant la Cour internationale de la Haye en faveur du Kosovo. Oui, de l'ONU, oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. De la Haye, il a repris les arguments deux fois, et il les a retournés, disant vous êtes de mauvaise foi. Donc, juridiquement aussi. Mais c'est un juriste de formation. C'est d'ailleurs, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, il rejoint son ancien professeur de droit à la faculté de Leningrad à l'époque, qui s'appelle Anatoly Sobchak et qui était le maire de Saint-Pétersbourg, Leningrad redevenu Saint-Pétersbourg, de 91 à 96. Il sera son adjoint aux relations internationales. Mais oui, sa formation de juriste est un élément mal connu à l'Ouest et qui explique bien de ses décisions.
et qui compose véritablement son portrait d'homme d'État, ou sa densité d'homme d'État. Et la puissance de ces décisions, parce que quand c'est juridiquement carré, les autres, ils sont tellement de mauvaise foi qu'ils n'ont plus l'anglais, sinon c'est de la propagande bête. Bien sûr, tout à fait, oui. Bon, je crois que j'ai lancé un message d'espoir dans la refonte des élites françaises. Nous avons en France un certain leader qui a également une formation de juriste et dont je ne peux que souhaiter qu'elle accède aux plus hautes fonctions et qu'elle fasse subir à nos oligarques, à nous, le même traitement que Rodorkovski a dû endurer de la part de Poutine. Voilà. Oui. Oui, j'ajouterai un point, c'est une question. Quel avenir vois-tu dans le poutinisme, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce que cet étatisme ne va pas finalement se solidifier en une forme de bolchevisme? Ou à l'inverse, est-ce que les héritiers de Poutine vont au fond développer son expansion dans le sens, pour le coup, de Douguine? De Douguine, oui, dans le sens eurasiste, oui. Oui. Non, alors bolchevique, non, ça je ne le vois pas venir. Il n'y a plus personne dans les élites russes qui prône cela. Encore faudrait-il s'entendre sur le sens que tu entends par là. Simplement le fait que cet étatisme finisse par... Par le collectivisme? Non, non, voilà. Sans parler de collectivisme, mais une centralisation telle du pouvoir... le pouvoir est centralisé, l'économie beaucoup moins, déjà en Russie. Mais le pouvoir a été recentralisé puisque les régions sous Yeltsin, les sujets de la fédération avaient pris, il y a des forces centrifuges. Ils étaient élus au suffrage universel direct, donc ils ont pris une grosse tête considérable. Ils sont comportés en potentats locaux. Ouais, le stalinisme. Non, je ne pense pas. Quant à l'eurasisme, non plus, à vrai dire. Bon, moi, je suis toujours très prudent dans les prévisions, non pas par pusillanimité intellectuelle, mais parce que, tout simplement, là, par humilité élémentaire. Moi, j'avais pas prévu, j'ai terminé ce livre en janvier, j'avais pas prévu, par exemple, le rattachement de la Crimée. J'ai voulu jouer le jeu, et en réécrivant les dernières épreuves, enfin, en faisant les dernières corrections, j'ai pas voulu me donner des airs de Nostradamus par rétrospection, hein. Je dis simplement que la Crimée... ne serait pas abandonnée par les Russes. C'est-à-dire que la concession sur Sébastopol, que maintenant la Russie n'a plus à payer puisqu'elle est de nouveau chez elle, devrait être renouvelée par l'Ukraine, sinon il y aurait un conflit. Bon, ça, oui. Mais je n'avais pas prévu le rattachement. Donc je ne veux pas jouer les devins. Cela étant, d'abord, je crois que Poutine se représentera en 2018. Il aura 66 ans. Il a l'air de bien se porter. Je vois personne susceptible, y compris en interne, et surtout pas Medvedev, de contester son autorité, sa légitimité, justement, je l'ai évoqué. Alors ensuite, c'est difficile à prévoir, parce qu'il y a dans les élites russes, effectivement, encore un courant pro-occidental. Mais il l'a vraiment fait reculer. Il est largement domestiqué, mais ça pourrait tout à fait ressurgir. On peut imaginer, à la faveur de je ne sais quel événement, une sorte de nouvel yeltsinisme qui s'emparerait de nouveau de la Russie. Mais je pense que, cela étant, l'œuvre de consolidation de l'État, de prospérité économique et de rayonnement international est vraiment un acquis, là, définitif du poutinisme. Moi, j'ai eu la conviction, quand j'ai commencé ce livre, à l'époque, il était Premier ministre de Medvedev, mais je l'ai écrit avec la conviction qu'on avait affaire là à un homme d'État de grande envergure. Je cite Carrère dans son Limonov, que certains d'entre vous ont peut-être lu, un homme d'État de grande envergure et une figure de dimension historique. Oui, ça j'en suis profondément convaincu. Alors, quel pourrait être le premier accord passé entre la présidente en 2017 et Poutine? Un accord qui mêlerait un partenariat énergétique, stratégique. Oui, là, il faudrait y aller. Il faudrait y aller pour opérer le renversement d'alliance. Il faudrait déjà qu'on sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN, qu'on se rapproche peut-être de l'organisation du traité de sécurité collective que Poutine a mis au point avec ses voisins. Alors là, il faudrait être inventif, oui, mais je pense que ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Penses-tu qu'elle soit dans ce genre de réflexion? Alors, bien évidemment, que ça soit bien clair, parce que je suis enregistré. Je suis toujours enregistré, là? Oui. Moi, je ne m'exprime pas au nom de Marine Le Pen.
Simplement, je m'exprime en qualité d'essayiste, mais on ne peut pas se découper en tranches. Hein. C'est pour ça que j'ai indiqué mes qualités, mes engagements politiques, si vous voulez, sur le 4e de couverture, parce qu'on ne peut pas se dissocier comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle réaffirme souvent son amitié pour la Russie, la qualité de grand peuple des Russes. Elle manifeste son admiration pour le traitement que Poutine a fait subir aux oligarques et son œuvre de redressement économique et géopolitique. Ensuite, elle est, si vous voulez, Marine Le Pen, elle s'apprête à exercer la fonction suprême. Donc, elle est bien évidemment tenue à des positions d'équilibre et oui, d'équilibre, je ne peux pas dire mieux, plus importante que l'essayiste que je suis ici devant vous. Hein. Moi, je suis partisan d'un renversement complet des alliances. Est-ce qu'elle aura la possibilité de le pratiquer comme cela en un an, hein, peut-être pas, hein, ça sera un processus, mais si on pouvait déjà commencer à amorcer hein, ce basculement continental de la stratégie française hein, vers la profondeur, les réserves énergétiques et les solidarités civilisationnelles, parce que j'ai dit qu'en géopolitique, on avait surtout des intérêts et pas d'amis. Hein, c'est l'esprit de Westphalie. Hein. Cela étant, je pense qu'il y a quand même une dialectique là, parce qu'on se comprend mieux avec des peuples amis. Non, voilà. Et le sentiment national ne peut pas être tout à fait ignoré, le sentiment des peuples. Voilà. Quand Maurras parle de sa Méditerranée qui va jusqu'en Amérique, etc., jusqu'à l'Amérique latine. Celle-là, je ne la connaissais pas. Ouais, je notais dans un texte. Il écrit sa Méditerranée et il l'a fait aller jusqu'en Argentine, etc. Pour dire que voilà, qu'est-ce que tu penses de ceux qui parlent d'un nouveau pacte germano-soviétique à l'occasion des rapports entre l'Allemagne et. C'est tendu, hein. Oui, mais avec justement, il y a Gazprom au milieu, il y a quand même Gerhard Schröder qui siège. Oui, bien sûr. Il y a quand même. C'est un peu ambigu comme. C'est très ambigu parce qu'en même temps, les Russes ont soutenu Khodorkovsky en permanence. C'est à eux qu'il doit largement, et puis à la puissance de la position de Poutine, qui a pu se permettre ce geste comme ça de magnanimité, comment appeler ça, hein, une sorte de générosité du puissant. Moi, en revanche, quand on parle d'axe Paris, Berlin, Moscou, sans germanophobie. Que ce soit, on évoquait Ernst Robert Curtius qui a écrit sans doute un des plus beaux livres sur la France, et c'est un philologue allemand. Mais vraiment, je crois que l'Allemagne que les intérêts allemands, dans l'immédiat et à mon avis à moyen terme, ne convergent pas avec les nôtres, non. Et alors avec la Russie, c'est surtout un partenariat, oui, un partenariat industriel stratégique, mais sur le plan diplomatique, en revanche, les relations sont assez tendues.